Je vais vous passer un dernier élément conclusif très bref de Nicolas Hulot. J'espère que le geste que je viens de faire, j'espère que ce geste sera utile pour qu'on se pose des bonnes questions. Et donc, au début de ma réaction, je vous ai montré à quel point ça me posait problème, qu'on présente toujours à la fois Nicolas Hulot, mais beaucoup plus généralement les questions d'environnement, sous cet angle emblématique. Le personnage emblématique des bons, le personnage emblématique des méchants. Hulot, Monsanto, les éoliennes, le glyphosate. Il y a une notion qui vient de Gilles Deleuze que je trouve beaucoup plus éclairante, c'est la notion de personnage conceptuel. Là, la question n'est pas de savoir si quelqu'un est du côté du bien ou du mal, ou du bon ou du mauvais côté de la force, pour utiliser cette expression. Cette notion, elle consiste à dire, voilà, une idée d'action, ou une manière de comprendre le monde, elle s'incarne dans un personnage. Et donc je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de prendre Nicolas Hulot comme personnage conceptuel, c'est-à-dire de dire il incarne une certaine représentation des problèmes, il incarne un certain modèle de l'action pour avancer, un modèle qui est très riche puisqu'il couvre à la fois les relations coopératives entre les gens, l'organisation de l'État, les relations entre économies, etc. Donc je pense qu'il faut le voir comme un personnage conceptuel. Et la question qui se pose maintenant, au-delà de la question de savoir quel est le personnage réel qui va être nommé ministre de l'Environnement, c'est de savoir comment on imaginerait le personnage conceptuel dans les années à venir qui pourrait résoudre le problème. C'est-à-dire en fait, quelle est la théorie d'action qu'on aimerait voir s'incarner et qui pourrait permettre d'initier, d'accomplir et de mener à bout le prochain cycle politique et de politique publique sur l'environnement. Donc on peut poser le défi comme ça. Et Nicolas Hulot vient de dire ce qu'il faut pour faire ça, c'est se poser les bonnes questions. Je vous invite à observer comment les gens posent les questions. Et si vous êtes d'accord avec ma réaction à l'entretien avec Hulot, si les gens posent la question en disant bon, cette fois-ci, comment on va faire pour mettre vraiment nos querelles de côté face à cet enjeu qui les domine tous. Si les enjeux disent mais comment cette fois-ci on va enfin se mettre autour de la table pour résoudre le problème. Si les gens posent le problème en disant comment on fait maintenant pour que le ministère de l'Agriculture fasse aussi partie de cet ensemble administratif où il y a déjà les travaux publics, le logement, etc., de manière à ce qu'enfin tout le monde puisse travailler ensemble. Si la question posée continue à être comment ça se fait que la tragédie approche et qu'on ne fait rien, vous verrez les gens poser ces questions en étant convaincus que c'est ça les bonnes questions. Comme si en les posant plus fort, avec un mégaphone qui a des piles mieux chargées, on allait faire le job. C'est pas que c'est des mauvaises questions, mais elles montrent leurs limites. Donc moi je vous invite à être attentif, à voir s'il y a des interlocuteurs qui proposent de poser les questions autrement que ce que je viens de dire. C'est difficile parce que ces questions, elles sont tellement rodées, tellement impeccables dans leur discours, elles sont tellement appropriées à jouer sur des ressorts dans le public, dans l'organisation de la communication médiatique, dans la manière dont nous nous sentons bien. C'est des questions feel good. Pourquoi les autres sont méchants ? Comment ça se fait que les gens qui pensent comme moi, donc les gentils, n'arrivent pas à s'organiser pour restructurer le monde ? Ça joue sur des ressorts qui posent problème. Donc je vous invite à être attentif, à voir qui pose d'autres questions.